capital, dans l'expression peine capitale, vient du latin caput, qui signifie tête. Cette peine s'applique aux délits les plus graves, passibles de décapitation. Avec la hache, il y avait toujours le risque que le bourreau ne frappe pas avec assez de force et qu'il doive s'y reprendre à plusieurs fois. Pendant la Révolution française, la décapitation se mécanise grâce à une machine capable de sectionner une tête toutes les 10 secondes. Cette machine est baptisée la guillotine. Au départ, le but était de trouver une méthode d'exécution rapide et indolore pour la victime. La guillotine est une lame mécanique géante conçue pour couper des têtes. Une fois la corde lâchée, la gravité fait tomber le couperet entre les deux montants verticaux. La lame tranche la nuque lors de l'impact et la tête tombe dans un panier en osier. Mais les inventeurs de la guillotine doivent surmonter un problème de taille. Si la lame est horizontale, elle ne permet pas de trancher nettement le cou du condamné. Une lame oblique est la manière la plus efficace pour trancher. Quand vous coupez un morceau de viande, vous donnez à votre couteau un angle oblique. C'est beaucoup plus efficace que d'essayer de couper votre viande avec votre lame à l'horizontale. Le couperet trapézoïdal de la guillotine révolutionne la décapitation. Il pèse 7 kg et un aiguisage intensif le rend coupant comme une lame de rasoir. Mais un coup oblique ne suffit pas à trancher une tête. La puissance du coup vient d'un poids de 32 kg appelé mouton qui surmonte le couperet. Le poids supplémentaire sert à créer l'énergie nécessaire pour trancher la tête d'un coup net. Si l'énergie n'est pas suffisante, le condamné risque de se retrouver avec la tête à moitié coupée. La lame de la guillotine monte et descend entre deux montants verticaux de 4,20 m. Les bourreaux font monter près de 40 kg au sommet des montants grâce à un système de cordes et de poulies, puis bloquent le couperet à l'aide d'une attache munie d'un ressort. Mais trancher une tête n'est pas une tâche de tout repos. Le cou est une structure très solide. Il est conçu pour maintenir la tête et lui permettre de tourner. La structure osseuse de la colonne vertébrale est très résistante. Il faut beaucoup d'énergie pour séparer la tête du corps. C'est pour cette raison que la décapitation traditionnelle est le plus souvent imprécise. Entre bourreaux débutants et lame émoussée, la victime est souvent gravement blessée, mais toujours parfaitement en vie. Il faut parfois asséner plusieurs coups pour trancher complètement la tête. La hache et l'épée rendaient la décapitation difficile. Le condamné avait non seulement les os du cou tranchés, mais aussi écrasés, et il mourait dans d'atroces souffrances. En 1792, la guillotine devient la méthode d'exécution officielle en France. Révolution française, toute personne soupçonnée de sympathie envers l'aristocratie est invitée à faire connaissance avec la guillotine. En une seule année, la guillotine fait tomber entre 15 000 et 40 000 têtes, d'où le nom de cette période de l'histoire, la terreur. Il ne faut que 2 centièmes de seconde à la guillotine pour décapiter ses victimes. La mort est quasi instantanée. Malgré toute l'épaisseur osseuse et cellulaire dans laquelle elle doit trancher, la victime ne se rend même pas compte de ce qui lui arrive. On a calculé que la lame franchit les 2,40 m à 25 km/h. Ça ne semble pas très rapide, mais tout se passe en 7/10 de seconde. L'accélération est constante, grâce à la gravité. Multiplié par le poids, cela donne une force d'environ 1200 kg. C'est donc une force de 1200 kg qui vous fonce dessus. Pour comprendre comment la guillotine exploite la gravité et concentre sa puissance sur un point unique, nous allons utiliser une reproduction grandeur nature. C'est un mélange de 2 différents modèles que nous avons étudiés. Nous avons modernisé le mécanisme de déclenchement grâce à un piston pneumatique. Il y a un nœud sur la corde, le piston recule. Il détache le nœud et la lame descend. Nous nous préoccupons beaucoup des questions de sécurité, parce que c'est une machine mortelle. Si vous y mettez votre main, elle sera tranchée nette. Elle est faite pour couper des têtes, mais nous allons la tester sur une patte de porc. La densité de la chair et des os offrira la même résistance qu'un coup humain. 3, 2, 1. Plusieurs choses se sont mal passées pendant notre expérience. La patte s'est coincée entre l'arrière de la lame
et la lunette. Le morceau de jambon n'avait pas la masse suffisante pour faire contrepoids et empêcher la lame de dévier vers l'avant. Ça lui a donc fait perdre beaucoup d'énergie. La guillotine a mis la pâte de porc en miettes. Un autre matériau va donc être utilisé pour le test. On a remplacé le jambon par une miche de pain dans laquelle on a placé une cheville de bois de 2 cm d'épaisseur pour simuler la colonne vertébrale. 3, 2, 1. Pour moi, cela prouve qu'à l'époque, les bourreaux devaient multiplier les essais pour régler et perfectionner leur machine. C'était leur métier. À chaque fois qu'ils l'utilisaient, ils ajoutaient une petite amélioration pour la rendre plus efficace. Cette fois-ci, le plus gros problème, c'est que la lame est tombée à 10 cm de l'endroit où elle aurait dû trancher. Il n'y a pas eu de pincement, mais plutôt un déchirement qui a fait dévier la lame vers l'extérieur. Si la chute de la lame était plus rectiligne, le couperet agirait plus comme une lame de ciseaux et l'énergie serait concentrée plus efficacement sur un mouvement de coupe. Après quelques ajustements, la guillotine est prête à simuler une autre exécution. On a installé notre mannequin en mousse sur la guillotine pour voir si sa tête sera tranchée. C'est parti. 3, 2, 1. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très net. La mousse absorbe les impacts. La surface d'absorption était immense et il était donc très difficile de couper. Le mannequin a absorbé une grande partie de l'énergie et on s'est retrouvé avec un mouvement de déchirement. Le cou est presque détaché, mais la lame l'a mis en pièces. Les ingénieurs pensent que tous les échecs avaient la même cause. L'absence de contrepoids, rôle joué par le corps de la victime, indispensable pour que la lame tranche net dans le cou. On l'a attaché et on a également inséré une tige métallique dans la pastèque pour lui donner plus de stabilité. Et on a fixé la tige pour qu'elle reste en place. Il s'agit de simuler la masse corporelle et de créer un contrepoids. 3, 2, 1. Lorsque la lame descend, elle doit être perpendiculaire pour concentrer toute son énergie à l'endroit où elle tranche. Lorsqu'on construisait une guillotine, il fallait le faire avec la plus grande précision. Il devait probablement y avoir beaucoup de maintenance à cause de l'usure des pièces. Le moindre problème devait suffire à empêcher le couperet de descendre correctement. La Révolution française a réussi à créer une machine capable de donner la mort rapidement, mais l'héritage de la guillotine est loin d'être humaniste. En supposant que le couperet fonctionne correctement, votre tête est tranchée nette d'un seul coup. On sent sa tête tomber en direction du panier. La vraie sensation serait plutôt celle d'une chute en avant. Vous auriez certainement le réflexe de mettre les mains en avant pour vous rattraper. Les historiens se demandent si le succès de la guillotine a encouragé le bain de sang que fut la Révolution française. Mais malgré tous ses défauts mécaniques et moraux, la guillotine a permis de populariser la notion de lame oblique. Aujourd'hui, les cutters à lame oblique sont présents dans toutes les boîtes à outils et les lames obliques des scalpels chirurgicaux permettent de sauver des dizaines de vies au quotidien. Dans quelques instants, une invention espagnole à vous donner le tournis et une machine qui cherche à éliminer les effets les plus désagréables de la pendaison. Pendant que la France invente un système révolutionnaire pour faire tomber les têtes, l'Espagne affine l'art de la strangulation. En faisant appel à la technologie parfaitement éprouvée du tour de vis, les Espagnols créent une technique incroyablement douloureuse pour le cou. Son nom, le garrot. Même une idée bien intentionnée peut mal tourner et infliger une douleur plus grande que ce qui était prévu au départ. Le garrot est une méthode très simple pour étrangler un prisonnier. Le bourreau passe une corde autour du cou de sa victime et en entoure les extrémités autour d'un bâton qu'il fait tourner. À mesure qu'il tourne,
La pression sur le cou de la victime augmente. À terme, celle-ci meurt par asphyxie. Dans cet exemple, nous allons utiliser le concept très simple de la force de torsion, qui est une force appliquée à distance. Plus le bras de levier est grand, plus vous appliquez de force de torsion sur le sujet de l'expérience. Comme vous pouvez le voir, je fais de gros efforts. Ça devient très dur. S'il y a une telle résistance, c'est parce que la charge est transférée dans une zone qui correspond à la longueur totale de la corde. Donc si j'applique, disons, 100 kg de force de torsion, cette force s'applique sur toute la corde. Ce n'est pas comme si toute la force se concentrait sur un seul point, car dans ce cas, les 100 kg seraient appliqués au centre du cou. Plus la charge se répartit, et plus il est difficile de l'appliquer. Le problème de cette technique, c'est qu'elle nécessite un bourreau très fort physiquement. La méthode du garrot correspond à une sorte de pendaison lente à l'horizontale, à la différence près que ce n'est pas ici la gravité qui exerce la pression, mais la main de l'homme. Ce genre de mort n'est pas très agréable pour la victime. Généralement, on mettait un sac noir sur la tête du condamné pour protéger la foule de ce qui allait suivre. Imaginez que vous soyez en train d'étouffer. Votre visage devient rouge, puis violet. Il est probable que pendant que la personne s'asphyxie, ses membres se convulsent et s'agitent. Ce n'est pas un spectacle très agréable. Curieusement, durant l'Inquisition, la mort par garrot est jugée miséricordieuse. Même si vous vous étiez converti au catholicisme, vous n'échappiez pas à la condamnation à mort. Mais pour vous récompenser, on vous offrait une mort jugée plus rapide et plus facile que les flammes du bûcher. Après la mort par garrot du nouveau converti, les inquisiteurs brûlaient son cadavre. C'était une technique éprouvée et efficace, mais cela tenait surtout à la force physique du bourreau, et ce n'était pas vraiment une mort très charitable. Quand ils ont décidé de donner aux victimes une mort plus clémente, ils ont juste amélioré le procédé en le mécanisant. En 1852, l'Espagne dévoile un garrot un peu moins barbare. Il doit faciliter le travail du bourreau et rendre la mort moins douloureuse pour le condamné. Le garrot moderne remplace la corde et le bâton d'origine par une vis métallique. Le bourreau n'a qu'à faire tourner la tige pour qu'une énorme vis insérée dans le montant en bois pénètre dans le cou de la victime. La pointe acérée doit séparer les deux dernières vertèbres et trancher la moelle épinière. La mort est censée être instantanée et indolore. Le bourreau n'avait qu'à faire tourner cette tige pour générer une force de torsion qui applique de la pression sur l'arrière du crâne afin de séparer la moelle épinière de la tête. L'énergie du corps humain est transférée dans un système mécanique qui s'avère beaucoup plus efficace que la corde d'origine. Selon un principe de base de physique, plus le levier est petit, plus la torsion est difficile, car elle demande plus de puissance. Ici, c'est on ne peut plus facile. Plus la pression est appliquée près des extrémités, et plus c'est simple. Si on se rapproche du centre, ce n'est pas beaucoup plus dur, mais on sent qu'il faut davantage de force. En théorie, la vis sépare les vertèbres et tranche net la colonne vertébrale, ce qui paralyse le condamné et le rend insensible à la douleur. Mais les exécutions par garrot ne se déroulent pas toujours comme prévu. Certains témoignages parlent de vis ressortant par la bouche ou traversant entièrement le cou, la victime étant toujours en vie. Un cou et une moelle épinière factice vont permettre de montrer de quelle manière la vis pénètre dans le condamné lors de l'exécution. Même si le dispositif est très serré, la victime peut encore bouger un peu. L'erreur est toujours possible. Ça rentre, il n'y a pas encore de résistance. C'est encore facile, la vis est en train de percer la peau du cou. La victime est poussée tout contre le collier en acier. Il n'y a aucune résistance tant qu'on n'attaque pas la colonne vertébrale. Le problème de cet appareil, c'est que la contraction des muscles risque de faire dévier la vis. Elle peut alors pénétrer dans une racine nerveuse douloureuse ou dans le tissu musculaire et les ligaments,
Très douloureux aussi. Tout ce qu'on réussit alors à faire, c'est faire souffrir atrocement la victime sans la tuer. Si cela se trouve, la vis devait continuer à percer jusqu'à l'autre bout sans même paralyser la personne. C'était une bonne idée en théorie, mais pas vraiment applicable. En pratique, elle ne fonctionnait pas vraiment comme prévu. Ils ont voulu se servir de la technologie pour rendre cette technique de mise à mort plus humaine, mais ça a été un échec complet. Il y a une trop grande marge d'erreur. C'est pour cette raison qu'elle n'est plus utilisée pour la peine capitale. Ce procédé était cauchemardesque pour le condamné, mais techniquement très ingénieux. La technologie sur laquelle il se fondait a révolutionné les temps modernes. De nos jours, les mécanismes à vis utilisant la force de levier génèrent la puissance nécessaire pour ouvrir un coffre-fort ou fermer les écoutilles des sous-marins. À mesure que la société se modernise, les ingénieurs inventent des méthodes d'exécution de plus en plus humaines. Ils ne tardent pas à mécaniser l'une des plus vieilles formes de mise à mort. Ce procédé a commencé avec une simple corde terminée par un nœud coulant. En le mécanisant, les ingénieurs obtiennent un contrôle plus précis du déroulement de l'exécution. Ils baptisent cette technique la pendaison avec chute. Le gibet utilisé pour ce genre de pendaison tire parti de la gravité qui fournit la force nécessaire pour rompre le cou du condamné. L'idée était que la chute fournirait juste la force suffisante pour que le cou se rompe. Ce genre de mort peut paraître désagréable, mais dans le cas d'un voleur de chevaux, d'un braqueur de banque ou d'un meurtrier, c'est l'une des manières les moins douloureuses de disparaître. Lorsque la nuque se rompt, la pression sanguine chute et on perd connaissance. La mort cérébrale se produit quelques minutes plus tard, mais on ne sent déjà plus rien. La transmission nerveuse est interrompue entre le cerveau et le reste du corps, notamment le cœur et les poumons. C'est comme lorsqu'on éteint un ordinateur. On déconnecte le cerveau et une fois que c'est fait, la victime est morte. Cette méthode n'autorise plus une pendaison unique pour tous les condamnés. La technique demande des longueurs de corde différentes selon la taille des personnes. La longueur de la chute est calculée à partir du poids du condamné, ce qui permet d'éviter des atrocités comme la décapitation ou l'étouffement lent. Si la victime est très lourde, la chute ne sera pas très longue, sinon la corde risque de lui trancher la tête. Si par contre la personne est très légère et que la chute n'est pas assez longue, elle va se convulser au bout de la corde et suffoquer jusqu'à la mort à cause du nœud qui lui en serre le cou. Dans ce cas, la mort peut prendre très longtemps et être très douloureuse. Le tableau de calcul de distance indique la longueur précise de corde nécessaire pour rompre le cou des condamnés, quel que soit leur poids. En 1913, les bourreaux s'accordent à dire que l'énergie optimale pour briser un cou est de 1355 Nm. Le condamné était pesé avant l'exécution, ce qui leur permettait de déterminer la longueur de la corde pour la chute. Autre amélioration apportée par cette méthode, la position du nœud sur le cou. Si l'on place le nœud sous l'oreille gauche, la corde tire la tête en arrière à la fin de la chute. Cela génère une force suffisante pour casser les vertèbres. Ils se sont rendus compte que s'ils plaçaient le nœud correctement sur le côté gauche du cou, la nuque se cassait avec une fracture rapide. Le côté gauche est le plus efficace pour causer une mort instantanée par fracture. Mais les premiers concepteurs ont-ils fait les bons calculs? Le meilleur moyen de le savoir est de fabriquer notre propre modèle de potence. Lorsque le condamné monte les marches, l'ironie du sort fait que les efforts qu'il produit pour arriver jusqu'à cette plateforme génèrent de l'énergie potentielle. Lorsqu'on lui passe la corde au cou et que la trappe s'ouvre, cela devient de l'énergie cinétique. En montant les marches, le condamné crée l'énergie qui va le tuer quelques secondes plus tard. Cette reproduction comprend un système mécanique simple pour ouvrir la trappe et envoyer la victime à la mort. À l'époque, ils enfonçaient une tige dans le bois à laquelle ils attachaient une corde reliée à un sac de sable. En tombant, le sac mettait en action des poulies qui libéraient la tige connectée à la trappe.
L'effet était rapide, la trappe s'ouvrait très vite, ce qui faisait que l'énergie potentielle se transformait en énergie cinétique bien plus vite, de sorte que la victime ne perdait pas d'énergie pendant sa chute. Le premier test portera sur la force qui s'applique sur la corde lorsqu'elle s'arrête brutalement. La chute devrait engendrer une force de 450 kg, mais cela semble beaucoup pour une corde de chanvre standard. Un dynamomètre est attaché au-dessus du nœud. Il mesurera la force engendrée par le mannequin lors de sa chute. C'est bon? On y va? 1, 2, 3. La corde lâche d'un coup sec lorsque le mannequin arrive au bout de sa chute. Le dynamomètre indique 290 kg, ce qui signifie que son cou a subi un choc de 290 kg en bout de chute. C'est donc la charge de rupture de cette corde. Et ça montre à quel point la qualité de la corde comptait à l'époque. Comment les bourreaux du 19e siècle pendaient-ils les gens sans que la corde lâche? Ils l'attendaient pendant la nuit qui précédait l'exécution pour qu'elle s'allonge comme un élastique plutôt que de casser net lors de l'impact. Pour l'essai suivant, les ingénieurs vont utiliser une corde préétendue pour voir si une chute trop longue peut vraiment entraîner une décapitation. Ils ont choisi intentionnellement une corde trop longue d'1 mètre. Si la chute du mannequin est trop longue, l'impact sera trop fort pour le cou, qui se déchirera. 3, 2, 1. La tête du mannequin est complètement arrachée. Si les pendaisons sont généralement des exécutions publiques, la décapitation est en revanche un spectacle moins apprécié. Cette fois-ci, les ingénieurs attachent une corde d'1,65 m au cou d'un mannequin anthropomorphique de 85 kg. Il se repose entièrement sur le tableau de calcul de chute de 1913. 3, 2, 1. Le mannequin ne perd pas la tête et il n'y a aucun risque d'étouffement prolongé. Le déroulement de ces exécutions factices prend plusieurs minutes. Mais au milieu du XXe siècle, il ne se passait que 15 à 20 secondes entre le moment où le condamné sortait de sa cellule et celui où il tombait par la trappe. La froide efficacité de la pendaison atteint son paroxysme aux États-Unis, où près de 13 000 hommes et de 500 femmes ont trouvé la mort de cette manière. Aujourd'hui, les principes de la longue chute permettent de sauver des vies et non plus de donner la mort. Les données de tableaux très similaires à ceux rédigés pour la pendaison sont utilisées en alpinisme. Les ingénieurs ont ainsi conçu des cordes dynamiques qui s'étendent pour absorber la force mortelle de la chute lorsqu'un grimpeur tombe. À suivre, une méthode moderne d'exécution qui vise un organe vital avec des résultats dévastateurs et l'icône de la peine capitale du XXe siècle, une méthode choc. De toutes les méthodes modernes de mise à mort, il en est une qui échoue le plus souvent à cause d'une erreur humaine. Cette forme de peine capitale implique une technologie très courante, le fusil, manié par un homme pour exécuter le condamné rapidement et proprement. Peloton, prêt? C'est ce qu'on appelle En joue, un peloton d'exécution. feu! C'est un exemple d'outil technologique moderne qui doit être utilisé par une personne pour donner la mort. L'homme et la machine ne font plus qu'un dans ce genre d'exécution. Le but du peloton d'exécution est d'exécuter les criminels avec la plus grande efficacité possible. Il est composé de 3 à 5 tireurs qui se tiennent à 6 mètres du condamné. Lorsque le chef de peloton donne l'ordre de tir, il y a de grandes chances que l'une des balles arrête instantanément le cœur. Le peloton d'exécution utilise une technologie très répandue, le fusil, pour faire passer rapidement les criminels de vie à trépas. En théorie, cela fonctionne.
L'armée utilise les pelotons d'exécution pour punir la désertion et la mutinerie depuis l'invention du fusil en 1498. En particulier dans l'armée où les fusils étaient largement disponibles, on trouvait des tireurs d'élite et des munitions à foison. C'était le moyen le plus simple d'exécuter quelqu'un. Dans la première moitié du XXe siècle, les pelotons d'exécution civile américains utilisent le fusil Springfield de calibre 30. C'est le fusil militaire de précision le plus populaire. L'armée américaine en équipera ses hommes pour les 2 guerres mondiales, ainsi que pour les conflits coréens et vietnamiens. Le Springfield est un fusil à longue portée extrêmement puissant. Le fusil est préféré au pistolet parce qu'il est plus précis et qu'il a un canon plus long. Il tremble moins et il offre une portée plus longue. Le canon plus long du fusil lui donne un avantage de précision face à une arme de poing. La moindre oscillation dans la ligne de visée d'un revolver envoie la balle très loin de la cible. Pour le condamné, ça devait être très traumatisant du point de vue psychologique, même avant d'être touché par les balles. La victime est attachée sur une chaise et avant qu'on lui bande les yeux, elle a certainement le temps de voir les personnes qui vont causer sa mort. Le fusil est une arme très efficace, mais tout dépend du tireur. Ce n'étaient pas des tireurs d'élite, mais des civils. Même s'ils visaient vraiment le cœur, il n'était pas possible de savoir où la balle allait atterrir. Ça pouvait être dans l'épaule, dans la jambe. Les tireurs pouvaient même manquer complètement le condamné. Feu! Mais les chances que les 5 tireurs visant le cœur manquent tous leur cible étaient presque inexistantes. Il est plus que probable que la victime mourrait rapidement d'hémorragie ou d'un coup direct à la tête ou au cœur. Viser efficacement avec un fusil demande une concentration totale de la part du tireur. Mais la répugnance à tuer l'un de ses semblables peut jouer sur la précision du tir. Les êtres humains sont généralement sensibles à l'autorité. Dans le cas d'une exécution, c'est un levier psychologique très important. Si vous parvenez à convaincre une personne qu'elle ne porte plus la responsabilité de ses actes, il y a beaucoup plus de chances qu'elle fasse ce que vous lui demandez. Pour minimiser les risques d'erreur humaine, le système pénal a mis au point une ruse psychologique. Il existe beaucoup de moyens de faciliter la tâche aux membres du peloton d'exécution. On peut vous dire que l'un des fusils est chargé à blanc. On peut mettre un sac sur la tête du condamné pour le déshumaniser, ce qui vous permet de ne pas voir son visage. On lui met une grosse cible sur la poitrine pour vous aider à vous concentrer uniquement là-dessus, ce qui permet de ne plus voir la victime comme un être humain. Il existait de nombreuses méthodes pour vous déculpabiliser à l'idée de prendre la vie d'une autre personne. Feu! Si malgré toutes ces précautions, le peloton civil n'a pas réussi à tuer le condamné, le chef de peloton doit alors lui tirer une balle dans la tempe. Dans cette dernière salve, il y a 3 bons tirs, dont un qui semble mortel. Mais si jamais les balles n'avaient pas tué la personne sur le coup, l'officier qui dirigeait l'exécution devait sortir son revolver, le charger et abattre le condamné d'une balle dans la tête pour lui donner le coup de grâce. Suite aux violences armées qui ont secoué les États-Unis au début des années 70, le peloton d'exécution tombe rapidement en disgrâce. Mais aujourd'hui, les condamnés à mort dans l'Idaho et l'Oklahoma peuvent encore demander à être exécutés de cette manière. Dans le monde, environ 80 pays utilisent encore des pelotons d'exécution comme technique principale de mise à mort. Les raisons de la pérennité de cette méthode sont les mêmes que celles qui lui ont permis de voir le jour. Des armes facilement disponibles et une réserve inépuisable de munitions. De toutes les avancées du monde moderne, la maîtrise de l'électricité est certainement l'une des plus révolutionnaires. L'électricité est indispensable dans le monde d'aujourd'hui. La quasi-totalité de nos activités sont basées sur l'électricité. Elle est partout, elle est invisible, mais son impact est évident. Grâce à l'invention d'une seule machine, l'électricité joue un grand rôle dans la mise à mort moderne. Cet appareil s'appelle la chaise électrique.
Comme c'est une machine moderne, elle a été conçue avec les meilleures intentions possibles. Ses inventeurs pensaient qu'elle permettrait une mort plus humaine, moins cruelle, que ce serait une méthode d'exécution plus douce. Mais il y a encore débat pour savoir si c'est bien le cas. L'occupant de la chaise électrique fait partie intégrante d'un circuit fermé. L'électricité quitte le générateur sous la forme d'électrons qui passent dans un câble. Le courant arrive ensuite dans le casque, passe par une éponge conductrice imbibée d'une solution saline et pénètre dans le crâne. Le courant parcourt ensuite tout le corps de la victime et ressort par une électrode située sur sa jambe où une seconde éponge conductrice la renvoie au générateur. Le cycle typique d'électrocution commence par une décharge à haute tension et se termine par une décharge moins puissante. Lorsque le condamné pénètre dans la salle d'exécution, il voit la chaise en plein milieu. Il sait qu'il n'en ressortira pas vivant. On l'assoit sur la chaise, on l'attache, on lui fixe les électrodes sur le crâne et sur la jambe qui a été rasée pour recevoir l'électrode. C'est une expérience on ne peut plus réelle. Et on a beau avoir tout fait pour ne pas y penser, une fois sur la chaise, il faut bien se rendre à l'évidence. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la chaise n'est en elle-même pas électrique. Aucune partie de sa structure ne laisse passer de courant. En résumé, n'importe quelle chaise solide et non conductrice peut être utilisée pour une électrocution. Le corps humain sert de passerelle entre les deux électrodes pour permettre au courant de passer de l'une à l'autre. Quelle est la tension nécessaire pour électrocuter un condamné à mort? Les chaises électriques varient entre 1600 et 2600 volts au maximum pour les plus récentes. Voici un ensemble de 80 ampoules de 100 watts. L'équivalent de l'énergie utilisée pour l'une des chaises les moins puissantes donnerait ceci. Toutes ces ampoules représentent 1600 volts. Les prises d'une maison délivrent un courant de 220 volts. La tension d'une chaise électrique est donc 7 fois plus puissante que celle du courant domestique. Pour faire pénétrer autant d'énergie dans le corps humain, il faut une tension très élevée. Pour cela, il faut soit un transformateur pour augmenter la tension, soit un générateur. En tout cas, quelque chose qui fournit beaucoup plus de puissance qu'une simple prise de courant. Le courant est fourni par un système de contrôle situé dans une pièce voisine. C'est de là que part le courant haute tension qui est envoyé dans le corps du condamné. Le cycle électrique dure entre 15 et 30 secondes, mais ce n'est pas la tension qui cause la mort. Il faut voir le voltage comme une pompe qui aspire l'électricité, et l'électricité comme de l'eau qui coule dans un tuyau, les câbles jouant ici le rôle des tuyaux. Plus la pompe est grosse, et plus elle enverra d'eau dans les tuyaux. Pendant une électrocution, c'est généralement l'ampérage ou la cadence à laquelle l'électricité est envoyée dans la victime qui est fatale. Un ampère peut suffire à tuer un être humain, mais la manière dont la mort survient fait encore débat. Certaines personnes ont avancé l'idée que le crâne isolait le cerveau et que l'électricité n'arrive pas en quantité suffisante pour le détruire lors de l'exécution. Il existe un test visuel simple pour voir si la tension est capable de traverser le crâne et d'atteindre le cerveau. Il suffit d'aller faire quelques emplettes chez le boucher pour simuler le cerveau humain. Nous avons de la cervelle et des os pour simuler le crâne. Je vais me servir d'un oscilloscope pour voir si le courant atteint le cerveau à travers le crâne. Un oscilloscope est un instrument qui indique la tension sous la forme d'un graphique. Lorsqu'il n'y a pas de tension, l'écran est noir ou montre une ligne plate. Pour l'instant, il n'y a aucun courant dans le cerveau. Je vais utiliser un pistolet électrique d'environ 2000 volts. Vous pourrez voir le courant entre les deux électrodes avant que je l'enfonce dans le cerveau. Le courant se dispersera dans la cervelle et vous pourrez observer ses effets sur l'oscilloscope jusqu'à ce que je retire les électrodes. Cela nous offre des premières données. L'oscilloscope indique qu'un courant à haute tension est présent dans la cervelle. Dans quelques instants, nous saurons si le crâne protège le cerveau lors d'une électrocution.
À mesure que l'humanité pénètre les mystères de l'électricité, les bourreaux s'intéressent à ses capacités mortelles. Les inventeurs de la chaise électrique savent que l'électricité peut tuer, mais ils ne savent pas comment. Selon une théorie, le crâne isole le cerveau du choc électrique. Dans ce cas, l'électricité détruirait le cerveau en le faisant cuire. Une expérience préliminaire nous a montré que le courant se répand très facilement dans la cervelle. Mais le cerveau est protégé par le crâne, et c'est par le crâne que le courant pénètre dans la victime. Certaines personnes pensent que comme le crâne isole le cerveau, ce dernier ne reçoit pas assez de courant pendant l'électrocution. Je vais donc utiliser des os pour simuler le crâne. Et je vais appliquer une charge électrique sur l'os pour voir si on obtient les mêmes données que la première fois. Comme on peut le voir, il y a encore une grande quantité d'électricité qui passe, même avec l'obstacle que constitue le crâne. Le courant à haute tension passe facilement du crâne au cerveau. Mais comment tue-t-il? Le cerveau est-il cuit ou court-circuité? Il existe un mythe selon lequel une personne exécutée par électrocution va voir son corps chauffer jusqu'à l'ébullition, avec les yeux qui explosent et d'autres charmants détails du même genre. Je vais faire l'expérience avec une saucisse. Je dois vous avertir que ce que je vais faire est dangereux. Je dirais même que c'est complètement idiot. N'essayez pas chez vous. Je vais enfoncer un clou à chaque extrémité de la saucisse, assez profondément pour qu'il y ait une grande surface de contact. C'est parti. Vous remarquerez qu'il ne se passe pas grand-chose. Cela ressemble beaucoup à ce qui se passe lors d'une exécution par électrocution. Le corps est loin de chauffer intensément. On commence quand même à entendre les effets de la saucisse qui chauffe. Il faut près d'1 minute pour que des signes de chaleur apparaissent sur la saucisse, soit le double du cycle électrique d'une exécution. Je vais débrancher le montage et essayer de prendre la température de la saucisse. Cela donne un peu plus de 41 degrés, ce qui correspond aux données recueillies après les exécutions par chaise électrique. Si j'essaie de la soulever, je sens qu'elle est chaude, mais loin d'être brûlante. À une reprise au moins, les cheveux du condamné ont pris feu lorsque la chaise électrique a été mise en marche. En règle générale, on utilise une éponge naturelle, imbibée de solution saline, très conductrice. Mais lors de cette exécution, on avait pris une éponge synthétique, beaucoup plus résistante qu'une éponge naturelle. L'électricité a donc fait chauffer le corps au lieu de le traverser. L'État de Floride m'a engagé comme consultant après cette affaire. Rapidement, il y a eu un gros bruit d'explosion, un arc électrique, l'odeur des cheveux et de la chair qui brûlait. C'est horrible à entendre, et ça a certainement dû être insoutenable pour les personnes présentes dans la pièce. Mais à ce moment-là, la victime avait déjà perdu connaissance depuis longtemps. Comme le problème venait du manque de conductivité de l'éponge synthétique, on peut en conclure que la mort n'a pas été causée par la surchauffe de tout le corps. C'est juste à cause de cet endroit où la conductivité était moins bonne que les cheveux du condamné ont pris feu. Une montée rapide de la température du corps ne suffit pas à tuer un adulte en bonne santé. Dans ce cas, comment meurt une personne condamnée à la chaise électrique? Chaque cellule électrique de votre corps va se dépolariser, ce qui favorise la combustion. Supposons que votre cerveau contient un neurone pour inspirer et un autre pour expirer. Si vous essayez de stimuler les deux en même temps, votre corps n'arrivera pas à inspirer et à expirer en même temps. C'est la même chose pour le cœur ou tous les autres organes du corps humain. Quand on met tous ces neurones en marche en même temps, ça crée une surcharge du système. Donc la chaise électrique tue en court-circuitant le corps humain. Le cerveau se coupe, puis le cœur finit par s'arrêter. Lors d'une exécution, la décharge envoie 2 cycles électriques. La tension élevée du premier déconnecte le cerveau et le système nerveux. Ce sont les nerfs reliés au cerveau, au cœur, aux bras, aux intestins, à la bouche.
Cela se termine généralement par des dégâts irrémédiables au cerveau, mais cela ne suffit pas toujours à arrêter le cœur, qui peut continuer de battre. Les muscles peuvent encore se contracter, entre autres ceux du visage. Le médecin présent lors de l'exécution ne peut légalement prononcer le décès que lorsque le cœur a cessé de battre. C'est pour cette raison que le second cycle a une tension et un ampérage plus faible. Cela cause une fibrillation cardiaque, dérangeant complètement le rythme des muscles pour provoquer une crise cardiaque. Certaines personnes meurent sur le coup d'une crise cardiaque, mais d'autres peuvent souffrir un peu plus longtemps, jusqu'à ce que leur cœur ou leur cerveau lâche. Notre société a évolué et la mort par électrocution n'a certainement plus le même attrait qu'il y a un siècle. La différence tient peut-être au changement de mentalité concernant une mise à mort qui peut maintenant être considérée comme cruelle. Aujourd'hui, la plupart des pays ont abandonné la chaise électrique et cherchent des méthodes plus clémentes de peine capitale. Mais les bienfaits de l'électricité pour notre monde actuel n'en demeurent pas moins innombrables. La technologie de l'époque moderne a permis de faire progresser les techniques de mise à mort. En essayant de créer des machines d'exécution plus miséricordieuses, les inventeurs ont mécanisé de vieilles techniques empruntées au milieu militaire et aussi exploité une source de puissance naturelle. Mais aujourd'hui, ces mécanismes sont